Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. Donc merci surtout à vous d'être présents aujourd'hui pour ces échanges et puis au comité d'organisation de la FHU Precise de m'avoir invité à vous partager ce sujet qui, j'espère, permettra d'avoir quelques discussions. Et de toute façon, j'en suis certain, après, avec les échanges avec Nathalie Dumay, ça permettra d'illustrer le propos. Alors, c'est celui de la décision médicale partagée. On verra que ça peut prendre d'autres mots. C'est en tout cas, comme l'annonce diagnostique, un des éléments importants du parcours de soins quand on est concerné par une maladie chronique et notamment une maladie chronique inflammatoire. Alors bien sûr, moi je vous parle au titre de mon expérience. Je suis neurologue, plus spécialisé dans les pathologies inflammatoires et surtout la sclérose en plaques. Donc, je vais illustrer mon propos par des éléments issus de cette pathologie, mais qui, je pense, sont facilement transposables à une grande partie des maladies inflammatoires chroniques qui sont couvertes par la FHU. Alors, on commence toujours comme médecin par des liens d'intérêt. Alors, sur ce sujet très large, je n'ai pas de lien d'intérêt directement, même si ça peut toujours se discuter. Alors, quels sont les fondements de la décision médicale partagée? D'où ça vient? C'est une histoire qui est longue déjà, en fait, et qui part de tous les concepts de la maladie chronique et de la qualité de vie qui se sont imposés après la Seconde Guerre mondiale. Hein, ce concept de la qualité de vie et de l'implication du patient au centre de la maladie, c'est vraiment une histoire longue depuis la fin de la guerre, la naissance de la sécurité sociale et de l'accompagnement des hôpitaux universitaires, etc. Donc c'est une histoire très longue. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est important de repositionner dans le contexte. Euh, et on parlera au fil de cette présentation de qualité de vie et de l'évaluation, finalement, qui est le résultat que l'on souhaite obtenir, quelles que soient les techniques que l'on met en place pour un patient. Hein, il faut s'éloigner du modèle biomédical. C'est quoi le modèle biomédical? C'est quand on définit une maladie par son nom, par sa lésion, par un résultat biologique, pour arriver vers des modèles plus récents qui sont les modèles biopsychosociaux, où finalement, ce qu'on va définir, ce sont les conséquences de la maladie pour la personne touchée dans son environnement, prendre en compte son environnement, prendre en compte de là d'où il vient personnellement, mais également dans le pays dans lequel il vit, dans la région, on en parlait tout à l'heure. Voilà, tout ça doit être pris en compte quand on s'occupe de maladies chroniques. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux grands risques dans l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques. Deux risques, un qui est plutôt du côté de la personne touchée, du patient, et un qui est plutôt du côté des soignants. Ces deux risques qui sont importants à retenir. Bah, le premier, c'est la non-observance thérapeutique. Donc ça, c'est plutôt le côté patient. Quand on parle de traitement, je ne parle pas que de médicaments. Je ne vais pas parler que de la pilule qu'on prend. Hein. C'est aussi la rééducation, c'est aussi les propositions de soins, etc. Ce n'est pas que le médicament, même si on parle de thérapeutique ou de traitement. Et pour lutter contre ça, eh ben, il y a tout ce qu'on va apporter, travailler ensemble. Et on a beaucoup parlé d'éducation thérapeutique, d'ateliers. Et c'est ça qui permet de faire que le patient se saisit finalement de ses problématiques et de sa maladie et qu'il devient un vrai acteur et qu'il devienne autonome. Et c'est là où on peut travailler sur la qualité de vie. L'inertie thérapeutique, là c'est plutôt côté soignant, c'est ce qui va ralentir nos propositions, ce qui va nous faire douter. Et c'est là où il y a un grand intérêt à des structures comme la FHU, les centres de référence multidisciplinaires, puisqu'on va se concerter dans des réunions de concertation pluridisciplinaires pour prendre des décisions qui vont finalement accélérer le processus et surtout de prendre la bonne décision au bon moment. Et donc, voilà, ça, c'est les deux risques particuliers. Et la décision médicale partagée, elle va venir se brancher là-dessus. Mais elle n'est pas exclusive l'une de l'autre, on le reverra.
Et tout ça, ça s'intègre dans des réflexions éthiques dont vous avez sûrement entendu parler, celle du care, hein, c'est le soin. Quand on parle de maladie chronique, c'est le soin qu'on apporte aux patients, c'est l'accompagnement. Et donc là-dessus, il y a l'attention, la responsabilité, l'autonomisation, la compétence, la capacité de réponse du destinataire du soin. Et donc tous ces concepts, ils se sont développés depuis les années 70, 80, 90 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et on verra que la décision médicale partagée, ça en fait partie. Alors pourquoi c'est vraiment le sujet? Parce que la maladie inflammatoire chronique comme la sclérose en plaques, ça reste reste des pathologies qui sont très marquées par l'incertitude. Parce que l'évolution classique de ces maladies, c'est soit des poussées, à un moment où on n'est vraiment pas bien, des poussées très aiguës qui sont peu prédictives, et puis au contraire, des évolutions plus progressives, insidieuses au fil du temps, avec l'accumulation de symptômes. Et l'évaluation est très complexe, et c'est pour ça que le modèle biopsychosocial qui inclut l'environnement, qui inclut finalement les conséquences dans la vie quotidienne, la participation sociale et l'autonomie, bah, ce sont des éléments qui sont cruciaux pour l'accompagnement de ces patients et ça va définir des objectifs de soins. Alors, quels sont les grands principes éthiques et juridiques de la décision médicale partagée? C'est le respect de l'autonomie de la personne, voilà, valoriser que la décision médicale, elle ne tombe pas du haut, mais elle inclut ce que le patient a comme valeur et comme vision de son autonomie. Elle part du principe également que le soignant est dans une position de bienfaisance, de bienveillance et de non-malfaisance. C'est le fameux primum non nocere, hein, on ne doit pas nuire aux patients par nos actions. C'est également la justice en santé, garantir qu'on essaye de donner le meilleur traitement et le traitement le plus juste dans cette discussion, dans ce colloque entre patients et soignants. Et puis après, ça fait partie du droit. En effet, il y a des textes législatifs qui imposent que la décision médicale partagée ait lieu. Hein, tous ces textes ont été promulgués au début des années 2000 sur l'impact sur la qualité de vie. La qualité de vie est l'objectif de la prise en charge de la maladie chronique. Le fait que le patient soit un acteur plein de la décision médicale de santé, qu'on doive respecter sa volonté, qu'on doive l'informer des conséquences de nos choix et finalement qu'il puisse prendre une décision éclairée avec son médecin. Tout ça, ça fait partie de la loi en France. Alors, quand on s'intéresse à la décision médicale partagée, eh bien, dans la littérature médicale et scientifique, il y a plusieurs mots, la prise de décision partagée, le processus partagé de décision, et en anglais, le shared decision making. Alors, vous remarquez que en France, on parle de décision médicale partagée, alors quand même, les pays anglo-saxons se sont détachés de cette présence très forte du médecin dans la décision, même si on va le rediscuter. Alors, cette décision médicale partagée, ça correspond à un des modèles de décision. Il y en a d'autres qu'on décrira très brièvement, mais il y a deux étapes clés qui réunissent professionnels de santé et le patient. D'abord, un moment d'information et de délibération où on va donner les connaissances, transmettre les connaissances, recueillir les valeurs, les besoins de santé du patient et puis après arriver à un moment de prise de décision accepté d'un commun accord concernant la santé d'un patient. Alors tout ça, c'est vraiment pas, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Il y a vraiment d'importantes réflexions, comme je vous l'ai dit, et ça fait aussi l'objet d'un modèle qui est proposé par ce qu'on appelle la haute autorité de santé. C'est l'autorité qui s'applique à l'ensemble des soignants et qui va promulguer des mises au point, des conseils et puis même des décisions dans lesquelles ces modèles doivent s'appliquer. Alors vous voyez sur le schéma que on prend en compte l'information initiale et l'expérience du patient, parce qu'un patient
n'est pas forcément ignorant de ce qui le concerne, hein. Il peut avoir une expérience passée, il peut avoir un proche concerné par une maladie inflammatoire, il a des images, il a Internet, il a tout ce qu'il faut pour obtenir de l'information. Et ça, il faut recueillir cette information. Et puis, s'y associe dans ce colloque singulier entre patient et médecin l'expérience du praticien et les données de la science, parce que la décision médicale partagée, elle est basée sur l'evidence-based medicine, c'est la médecine basée sur les preuves. Le médecin, il va apporter ses connaissances scientifiques de façon neutre pour permettre ce partage de communication, cette délibération. Et de là va aboutir une décision qui doit être acceptée mutuellement pour permettre sa mise en œuvre et faciliter finalement l'observance thérapeutique, je vous ai dit, puisque le risque, si on ne passe pas par cette décision médicale partagée, c'est d'avoir une inobservance, puisqu'un accord qui finalement n'est pas trouvé. Alors, il existe bien sûr d'autres modèles de décision, et on verra que ces modèles ont encore, bien sûr, leur intérêt dans certaines situations. Alors, vous connaissez sûrement le modèle paternaliste. On part du principe que le soignant, il est bienveillant quand même, il a envie du meilleur pour la personne qui l'accompagne, mais il connaît, il sait mieux pour le patient ce qui est bien, et donc le patient joue un rôle passif, et au mieux, il donne son consentement. Donc ça, c'est une vision qui, bien sûr, est un peu passéiste et aujourd'hui n'existe plus, sauf dans certaines situations particulières où ne devrait plus exister en tout cas. Après, il y a d'autres modèles. Il y a le modèle du médecin décideur, où ce modèle, eh ben, ça va du patient vers le médecin. Le patient exprime ses préférences et après, il laisse le médecin décider pour lui. Parce qu'il pense que voilà, le médecin, en ayant recueilli l'information, aura la meilleure proposition. Le modèle informatif, alors là, c'est le contraire. C'est le médecin qui va donner l'information au patient et puis qui va laisser libre choix complet au patient. Mais donc, il n'y a pas forcément d'accord trouvé. On peut vite imaginer que on pourrait avoir des problèmes avec ce modèle informatif. Et puis, dans certaines sociétés, hein, on peut avoir des modèles collectivistes où là, ce qui est inclus, c'est finalement la société qui est le décideur public. Hein, on sait par exemple, si je donne l'exemple des États-Unis, où finalement il y a les assurances hein, qui financent les médicaments, eh ben, de façon étonnante, c'est un peu un modèle collectiviste, c'est-à-dire que avec l'assurance, on n'a pas l'entièreté des choix thérapeutiques qui peuvent être proposés, puisque l'assurance va rembourser telle ou telle chose. Et donc finalement, c'est la collectivité de l'assurance qui prend une part de la décision et plus le médecin ou le soignant. Alors, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a un modèle qui est mieux qu'un autre, même si on peut vite subodorer que la décision médicale partagée est essentielle, eh ben, on peut tout simplement demander aux patients ce qu'ils préfèrent. Et donc, il y a des échelles comme ça, comme une dont je vous donne ici un exemple, où ben, on va positionner le patient en fonction de s'il préfère être plus sur une médecine paternaliste ou au contraire plus une médecine où c'est lui qui décide tout, avec la médecine plus informative. Et on voit que dans certaines situations, là, on a demandé aux patients, c'est des centres de sclérose en plaques italiens, où on a demandé par cette échelle de préférence que les patients souhaitaient. C'est des patients qui sont dans une situation particulière, qui sont en cours de changement de traitement, donc une période de doute. Est-ce qu'on passe d'un traitement, peut-être un échec thérapeutique ou une intolérance, et on veut changer de traitement? Eh bien, tous les patients ne sont pas pour ici à gauche, vous voyez ceux qui sont dans le collaboratif, ce qui correspond à la décision médicale partagée. Il y a quand même un certain nombre de patients qui sont soit pour l'actif, c'est-à-dire c'est eux qui décident tout, ou pour le passif, je donne la décision complète au médecin. Alors, en fait, ce qui change ici, les deux colonnes, c'est la sclérose en plaques, ça peut quand même toucher ce qu'on appelle les fonctions cognitives, qui est des troubles cognitifs. Eh ben, on voit dans l'évaluation que si le patient est concerné par des troubles cognitifs qui sont importants, ici évalués par la SDMT, eh ben, il a plus tendance à vouloir être dans une situation où c'est le médecin qui va l'aider à décider. Il est moins dans la situation collaborative. En revanche, quand
quand il n'y a pas de troubles cognitifs, eh ben là, il va vouloir plutôt être dans une situation collaborative. Il y a d'autres facteurs qui font changer ça. Il y a des différences selon l'âge, selon probablement notre éducation, le mode de pensée lié à l'évolution des générations. On voit que euh, sur une étude ici américaine, dans les années 2017, eh ben, plus on est jeune, plus on est partant pour le modèle centré autour du patient, voire la décision propre du patient. Et puis, parce que la décision médicale partagée, c'est ce qui a ici les petits points. Le trait plein, c'est le patient qui décide. Les tirés, c'est le médecin qui décide. Et puis, la décision médicale partagée, c'est au milieu. Eh ben, on voit qu'en fonction de l'âge, c'est pas tout à fait, on n'est pas forcément dans la même volonté vis-à-vis de la discussion médicale. Ici, à droite, il y a des petites différences entre les sexes. On voit que les femmes atteintes de sclérose en plaques sont plus en faveur d'une décision médicale partagée que les hommes. Alors, c'est une pathologie à prédominance féminine, hein. Donc, il y a tout de même des petites différences. Donc, ça veut dire que le médecin, il doit prendre en compte ces éléments, des caractéristiques de patient, l'écouter pour après mettre en place la meilleure solution de discussion. Alors, quels sont les avantages de mettre en place ces décisions médicales partagées? Alors, désolé, c'est une diapositive en anglais. L'idée, c'est qu'on est persuadé que ça améliore le processus de santé derrière, c'est-à-dire que ça va améliorer l'observance thérapeutique, la participation aux soins. On sait qu'un patient qui participe, il y a de nombreuses études, notamment en cancérologie, qui montrent qu'un patient actif dans ses soins a des meilleurs résultats de santé et donc ça, ce sont des éléments forts. Donc il y a une amélioration du statut. Puis ça améliore aussi la relation médecin-soignant, qui est un élément fort pour faciliter l'observance. Alors, est-ce qu'il y a des situations où la décision médicale partagée n'a peut-être pas sa place? Oui, il en reste probablement, même si ça peut toujours discuter. Dans une urgence vitale, par exemple, le patient, il n'est pas disponible pour le colloque. Et donc là, ce n'est pas la bonne situation. La médecine paternaliste reprend finalement la primauté. Il y a des situations où vraiment le pronostic vital peut être en jeu, ou alors où une option est clairement supérieure à une autre. Et donc, cet article-là, à droite, il discute bien le fait que c'est pas parce qu'on est dans une décision médicale partagée qu'on doit quand même laisser complètement dériver notre décision médicale. Il faut quand même rester dans un cadre scientifique avec, quand il y a des traitements qui ont clairement démontré leur supériorité par rapport à d'autres propositions, on va tout de même essayer le plus possible d'expliquer au patient pourquoi il va avoir un clair bénéfice à prendre la thérapeutique qui a montré sa supériorité. Et puis, parce qu'il y a des traitements qui sont formellement contre-indiqués, et donc on ne va pas, parce qu'on est dans une décision partagée, donner son accord à un traitement qui ne serait pas adapté. Donc, qui dit médical partagé ne dit pas décision inadaptée. Alors, est-ce qu'on a des outils pour cette décision médicale partagée? C'est un peu le problème. C'est que la HAS faisait le point là-dessus en 2013. 10 ans après, 12 ans après, on n'a pas plein d'outils. Alors, je pense qu'il y a quand même des maladies dans lesquelles c'est beaucoup plus développé. Le monsieur Bourdon-Baron-Munoz a pas mal parlé de diabète. Je pense que c'est évident que le diabète, en éducation thérapeutique, en définition de ce que c'est que la maladie chronique, en accompagnement des soins, ils sont innovants depuis plus de 30-40 ans et donc ils sont beaucoup plus avancés que d'autres médecins ou dans d'autres pathologies. Donc, pour autant, il y a des plans de santé qui essayent de pousser au développement de la décision médicale partagée, développer des outils numériques, favoriser l'implication des patients et renforcer l'effectivité des droits. Il faut savoir que, par exemple, les hôpitaux sont évalués sur leur capacité à donner un service de décision médicale partagée par le biais des questionnaires de satisfaction que vous remplissez. Hein, vous avez peut-être déjà reçu des mails à la suite d'une hospitalisation, d'une consultation par ISATIS.
et on vous demande si votre avis a été pris en compte dans la décision médicale. Et bien ça, c'est une évaluation de la décision médicale partagée. Et donc, ça fait partie quand même de l'évaluation des structures hospitalières. Alors, les outils, c'est simple, il faut être dans un climat favorable à la communication, recueillir les préférences du patient, je l'ai dit, donner des outils pour avoir un échange d'informations. Donc, on verra si on a quelques outils. Prendre en compte les savoirs, les représentations personnelles, c'est comme pour l'annonce diagnostique, c'est des éléments très importants. Il faut s'adapter à la situation particulière d'une personne. Le médecin, lui, il vient avec l'évidence-based medicine dont j'ai parlé, mais il doit la présenter avec une certaine neutralité, tout ça pour aboutir à un accord en commun. Alors, pour illustrer ce propos, je voulais vous parler d'un outil qui va arriver, on l'espère, pour la sclérose en plaques, mais qui est un outil français d'aide à la décision. Donc voilà, pour avoir un diagnostic, une décision médicale partagée, pardon, eh ben, on a besoin d'outils pour illustrer nos propos, parce que c'est pas facile de faire passer des messages qui parfois sont complexes. Et donc là, il y a un énorme projet français qui s'appelle le projet Primus, qui bénéficie de ce qu'on appelle un RHU, donc des financements importants de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui est basé sur l'intelligence artificielle. L'objectif, ça va être d'aider le médecin à proposer aux patients différents traitements et de montrer quel va être le résultat de ces traitements grâce à un processus d'intelligence artificielle. Alors, comment ça se fait? En fait, dans ce programme d'intelligence artificielle, sont rentrées les données des patients qui ont accepté de participer à des études cliniques industrielles pour les médicaments, et puis des patients qui ont accepté de participer à une base de données, comme celle du FHU. Ici, c'est celle de l'ASEP, l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Et donc, ça fait plus de 10 000 patients qui ont accepté de donner leurs informations médicales, plus les patients qui sont rentrés dans les études. Et après, le médecin, il va rentrer dans le programme informatique les caractéristiques de son propre patient. Et l'intelligence artificielle va aller rechercher les caractéristiques communes. Et puis, on va pouvoir proposer tel et tel traitement. Et là, on aura une démonstration de ce que ça fait sur le résultat de la sclérose en plaques, le risque de poussée, le risque de progression. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai outil d'aide à la décision, puisqu'on pourra vous montrer en direct quels pourraient être les résultats de choisir tel ou tel traitement. Alors, c'est des choses qui sont en cours. Il y a d'autres outils plus qui ne sont pas tout à fait des outils de décision médicale partagée, mais qui impliquent quand même le patient. Il y a de plus en plus d'outils numériques où vous pouvez participer à recueillir vos données de santé au quotidien, la capacité de marche, l'habilité à faire des gestes fins, remplir des questionnaires sur sa qualité de vie. Et puis, ces outils, ils vont être transmis, enfin, ces résultats vont être transmis à votre médecin informatiquement et ils vont pouvoir être suivis. Et ça permet d'éclairer quand même la décision médicale de suivre la progression d'un patient. Donc, c'est des outils que vous avez sûrement déjà pu partager. Alors, bon, je vais passer un peu. Je voulais parler de deux situations dans lesquelles il y a vraiment la discussion autour de la sclérose en plaques, de la décision partagée pour le début d'un traitement immunosuppresseur. Ça, c'est vraiment l'élément phare, je dirais. Ça implique une communication ouverte autour des traitements. Pourquoi? Parce que dans la sclérose en plaques, on a aujourd'hui plus d'une vingtaine de traitements. Donc, si c'est le patient qui choisit tout seul son traitement, le côté informatif, bah, il risque d'y avoir des problèmes. Et si c'est le médecin qui choisit tout seul le traitement, bah, c'est pareil, il y a un risque d'inobservance assez important. Et donc, il faut pouvoir évoquer les éléments forts de la pathologie qui ont évolué dans les toutes dernières années. Il y a énormément de progrès. La sclérose en plaques, avant, on traitait de façon très progressive. C'est-à-dire que quand ça ne marchait pas, on passait à un traitement plus fort et puis à un traitement encore plus fort. Aujourd'hui, on a inversé la pyramide, on traite fort d'emblée et surtout adapté à chaque patient. Et ça, c'est la décision médicale partagée qui le permet, puisqu'on peut expliquer pourquoi une personne a besoin de tel traitement à tel moment en prenant en compte ces caractéristiques.
Et donc, c'est vraiment de cette façon-là, aujourd'hui, qu'on choisit le bon traitement pour la bonne personne en fonction de ses caractéristiques particulières. Alors, je passe un peu vite ça parce que j'ai pris un petit peu de retard. Alors, mais cette décision médicale partagée, elle n'est pas présente uniquement que quand on parle de traitement. Quand on parle de réadaptation, de kinésithérapie, de rééducation, il faut aussi prendre en compte ce qui est réellement faisable dans la vie du patient. Et donc, il y a ce même type de discussion qui s'installe. Les déterminants sociaux, on sait très bien qu'il y a un impact fort du contexte social d'un patient sur son évolution. À gauche, vous voyez qu'en fonction du quartile de richesse sociale dans laquelle on se trouve, eh ben, malheureusement, on n'a pas le même risque d'évoluer négativement dans sa pathologie. Et donc, prendre en compte ce déterminant social, c'est un élément fort pour la décision médicale. De la même façon, on voit que plus on traite tôt, plus on traite efficacement, on permet d'éviter des risques d'invalidité. Et ça, c'est aussi la décision médicale partagée qui le permet. Alors finalement, tout ça, ça permet d'améliorer la satisfaction, réduire l'anxiété, augmenter le contrôle perçu par le patient et puis sa qualité de vie. La qualité de vie, ça se mesure, hein. Je vous ai dit, il y a des questionnaires sur comment vous avez trouvé votre parcours de santé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience de santé. Et puis, il y a comment vous vous sentez, vous. Et là, c'est les échelles de qualité de vie. Il y en a des spécifiques à chaque maladie et puis des qualités de vie un peu plus généralistes qui peuvent être utilisées dans toutes les situations. La qualité de vie est très altérée chez les patients atteints de sclérose en plaques, mais elle peut être améliorée. Elle peut être améliorée notamment grâce à la décision médicale partagée parce que le patient acteur va pleinement mettre son rôle dans son traitement. Je passe un peu vite ça parce que je veux terminer le propos qui est que la décision médicale partagée, c'est une partie de l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Quelle que soit la pathologie, ici l'exemple de la sclérose en plaques, c'est la pluridisciplinarité qui est l'élément fort de l'accompagnement des patients. Au centre, le patient atteint de sa pathologie et puis dans le colloque singulier avec, pour la sclérose en plaques, le neurologue, mais aussi l'infirmière de coordination. Ce n'est pas parce qu'en France, on parle de décision médicale partagée que les autres soignants ne sont pas impliqués. Au contraire, hein, les personnels soignants doivent tous être impliqués dans cet élément, mais ça nécessite sûrement un petit peu de recherche. Et puis après, c'est l'ouverture à l'ensemble des acteurs autour, le FHU, Precise, les RCP avec des centres experts, les associations de patients, les plateformes dédiées, tout ça, ça fait partie finalement de l'ensemble des éléments qui permettent l'accompagnement le meilleur possible au sein pour une pathologie en particulier. Et puis enfin, la décision médicale partagée, c'est peut-être prendre la décision de participer à la recherche. C'est un élément aussi de cette décision. Et donc, participer à la recherche, c'est par exemple tout simplement accepter de participer à des bases de données, juste donner son consentement pour qu'on puisse utiliser ces données. C'est un élément important. Enfin, dans le cadre du FHU, cette décision médicale partagée, elle est explorée. On s'y intéresse, notamment dans la sclérose en plaques, par une étude qui va avoir lieu, qui a peu de mal à se mettre en route, mais qui devrait démarrer d'ici le début de l'année prochaine, qui est l'étude IMPSICEP. Je vais donc elle sera sur l'ensemble des partenaires du FHU qui travaillent sur la sclérose en plaques. L'idée, c'est que on veut explorer quelles sont les conséquences de l'échappement thérapeutique en termes de qualité de vie, c'est-à-dire que quand il y a un échappement thérapeutique, il y a sûrement une altération de la qualité de vie, une augmentation de l'anxiété, de la dépression, et puis un retentissement sur l'activité professionnelle, l'activité de vie du patient. Mais ce qu'on veut surtout montrer, c'est de voir si la partie d'en bas, l'expérience du patient, la qualité de son parcours, va permettre de limiter les conséquences de cet échappement thérapeutique sur la qualité de vie du patient. Et donc, dans l'expérience de soins d'un patient, il y a cette décision médicale partagée. Et quand elle se fait bien, on pense que ça limite les conséquences sur la qualité de vie. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'explorer.
avec cette étude IMPSICEP. Voilà, donc pour conclure, comme ça je suis à l'heure, eh ben, c'est l'importance de la décision partagée, elle est cruciale, elle reflète le patient centré dans ses soins et entouré de l'ensemble des partenaires médicaux, associatifs qui sont importants quand on parle d'une maladie chronique. Elles permettent une meilleure compréhension et un engagement accru qui sont des éléments probablement positifs les résultats de santé. Et ça, on en a un petit peu parlé. Et elles permettent de personnaliser et surtout de viser au bien-être, la qualité de vie pour les patients. Je vous remercie.